Et cette base de référence, c'était pour dire, voilà ce qu'est une image pas manipulée par rapport à une image manipulée. Si tu changes le référentiel de qu'est-ce que c'est qu'une image pas manipulée, donc en changeant l'appareil photo et les traitements d'images que tu fais, bah, tu changes tout pour le détecteur. Du coup, il marche plus du tout. D'accord, donc c'est par exemple, toi, tu as entraîné ton modèle sur des images en 1080, Voilà, en si tu veux. 4K Tu évalues sur du, je sais pas moi, 360p, enfin n'importe quoi, et en fait, ça marche plus du tout, quoi. D'accord, ok. Donc, si je comprends bien, donc tu as les deux sujets en question. Donc, du coup, Ouais. c'était l'altération d'image avec Photoshop. Ouais. Et le deuxième, c'était le nom, La stéganographie. la stéganographie, d'accord. Après, il faut savoir que la science qui s'occupe de détecter la stéganographie, ça s'appelle la stéganalyse. En fait, c'est une analogie entre cryptographie et cryptanalyse. D'accord. Voilà. Attends, il y a d'autres trucs que j'ai oublié de dire que je trouve hyper intéressant. Une autre application qui n'est pas la défense, c'est vraiment cybersécurité, c'est qu'en fait, on peut aussi cacher un virus dans une image et les détecteurs de virus ne pensent pas toujours à analyser les images. Et en fait, si je peux te donner un cas très clair qui pourrait peut-être parler aux auditeurs. Est-ce que tu connais GitHub? Ouais. Bon, ben, sur GitHub, la plateforme où on peut échanger du code librement, bah, il y a déjà eu un cas comme ça où en fait, dans le README, il y avait une petite icône de Windows dans lequel il y avait un virus. Et dans le code, parmi toutes les lignes de code, il y avait un tout petit bout de code qui disait va extraire le virus de l'image, du README, et exécute-le. Mais ça se faisait du coup presque en cachette, puisque en fait, il fallait vraiment voir la ligne de code qui faisait ça. Et bien sûr que GitHub n'allait pas voir ça, parce que pour eux, extraire un truc d'une image, c'est pas un virus, quoi. Et en fait, l'image en elle-même n'est pas analysée par l'outil du GitHub. Donc en fait, ça peut vraiment aussi amener. Il y a d'autres cas comme ça qui existent, et donc en fait, c'est vraiment une question de cybersécurité aussi derrière. D'accord, donc, et ça, c'est aussi lié au fait que les modèles d'antivirus, par exemple, ont pas toute la gamme de Ah oui. détection. Oui. Alors, je pense que le plus avancé sur ça, c'est Avast, parce que je travaille avec un chercheur C'est bien. qui est là-bas. mais voilà, sinon, après, les autres, je suis pas sûr. D'accord. Et donc, du coup, dans ton sujet, tu dis cybersécurité, mais aussi IA. Qu'est-ce que l'IA, du coup, joue dans ce rôle-là? Je parle au niveau des attaques, par exemple. Donc, tu as les deux sujets en question que tu as mentionnés, c'était le Photoshop et la Stéganographie. stéganographie, qui, j'ai l'impression, ne nécessite pas forcément de l'IA. Mais est-ce que tu as aussi des applications, enfin des attaques qui utilisent l'IA? En fait, c'est pas ça, je pense que tu as mal compris. En fait, le photomontage et la stéganographie, effectivement, c'est pas fait par IA. C'est vraiment fait sur Photoshop ou avec d'autres logiciels ou alors avec des méthodes qui vont venir insérer, par exemple, dans le bruit de l'image, le message. Parce qu'en fait, c'est par exemple, si tu imagines mon ciel avec ma prairie, si tu caches le message dans le ciel, c'est beaucoup plus détectable que dans la prairie. Ouais, parce ok. que tout est uniforme, tu changes un pixel, ça se voit plus. Dans l'herbe, tu verras rien. Mais du coup, en fait, moi, l'IA où je l'utilise, c'est dans la détection de tout ça. La détection de photomontage, la détection de stéganographie, qui est la stéganalyse. Et pourquoi j'utilise l'IA? Bah, simplement parce qu'à l'œil nu, tu vois rien. Le but, c'est que le photomontage ou le truc, la stéganographie, tu ne vois pas à l'image qu'il s'est passé quelque chose. Donc, en fait, l'IA, et ça, c'est un domaine particulier où un humain ne pourrait pas faire la tâche. Et on a besoin, du coup, d'un algorithme qui va avoir la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. D'accord. Et donc, alors j'essaie un peu de retourner ma question pour pas apparaître débile. Est-ce que tu as de la recherche qui est faite sur les attaques de cyber avec l'IA? Enfin, en gros, est-ce que tu as des chercheurs qui essayent de trouver des nouvelles méthodes d'attaque de cybersécurité, par exemple avec, je sais pas, cryptage vidéo, par exemple, ou peut-être que ça existe déjà, mais tu vois ce que Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors, je vais répondre avec mon domaine et pas mon domaine, parce que comme ça, moi, je suis honnête. Pour mon domaine, l'attaque la plus simple, c'est d'essayer de trouver des façons de modifier les images pour que ça soit plus détecté. Donc, en fait, et c'est peut-être pas forcément aussi compliqué que ça aujourd'hui. Mais voilà, donc en fait, même si on prend le cas d'un détecteur d'IA généré, enfin de contenu généré par IA, c'est très compliqué aujourd'hui de faire un détecteur de contenu généré par IA qui va être robuste à toutes les attaques possibles. C'est-à-dire qu'en fait, je prends mon image, je le donne au détecteur. Peut-être que là, il la détecte comme étant fait par une IA. Si je crop, que je rechange la taille, que je change la luminosité, que je compresse, tout ça, donc déjà, ça peut l'enlever. Et c'est problématique, et je vais relier ça avec autre chose de la cybersécurité, parce qu'en fait, les deepfakes, la création de contenu généré par IA, ça peut amener à des cyberattaques d'un genre nouveau. D'accord. Notamment tout ce qui est, par exemple, attaque de phishing hyper personnalisée par du social engineering. Donc, par exemple, je vais je code un robot qui va sur LinkedIn
et qui va avoir des postes d'employés d'entreprise. Et à partir de là, qui va générer des mails avec ChatGPT, disons, et mettre peut-être des fausses photos en images pour illustrer quelque chose, de façon à pouvoir plus facilement atteindre des victimes et en fait les faire cliquer là où il ne faut pas cliquer, quoi. Et donc en fait, vu qu'on peut créer des contenus qui semblent authentiques avec de l'IA, en fait, ça va améliorer entre guillemets les attaques de phishing. C'est déjà un peu le cas. Il y a déjà eu des attaques de phishing où par exemple on a pris la voix du patron, et on a envoyé sur WhatsApp un vocal au directeur financier pour lui dire vas-y fais-moi un virement sur ce compte, et il l'a vraiment fait. Et donc, du coup, ça existe déjà. Et donc, du coup, il faut des détecteurs de contenu généré par IA. C'est là où j'ai rebondi sur mon histoire. Mais pour l'instant, on peut les attaquer en cherchant à modifier le contenu pour que ce ne soit pas détectable. D'accord. Bon, du coup, là, on a fait un petit overview de tout ça. Mais peut-être qu'on peut d'abord, du coup, se focus sur ton expérience en thèse. Parce que, du coup, la cybersécurité, c'est une partie. Mais tu essayes vraiment de pas mal de gens que je connais. Je te sens vachement investi dans le fait de démontrer c'est quoi une thèse, d'expliquer un peu les problèmes qu'on peut avoir, le fait dans ton cas, de un peu dealer avec l'envie d'entreprendre, de créer une compagnie après la thèse, tout en faisant la thèse en même temps, donc c'est peut-être un peu compliqué des fois. Mais donc, j'aimerais un peu avoir ton retour sur, de manière générale, si tu peux nous résumer un peu tous tes posts LinkedIn. C'est quoi ton expérience de thèse? Voilà, peut-être on va faire un rewind sur l'histoire. Ok, la question est ambitieuse. Ce que je peux dire, c'est que quand j'ai démarré ma thèse, assez rapidement, je ne sais pas pourquoi, je suis pris l'envie de faire du contenu sur quelque chose. Je ne savais pas trop quoi, puis j'ai réfléchi et je me suis dit qu'en fait, je suis arrivé en thèse un peu par hasard, moi. Et j'ai dû prendre la décision genre en 1 ou 2 mois. Alors qu'en fait, c'est une décision qui t'implique sur 3 ans et que c'est vraiment sérieux. Et que si je merde sur cette décision, c'est vraiment dommage, quoi. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas du contenu pour nous expliquer ce que c'est qu'une thèse finalement. Qu'est-ce qu'on risque à faire une thèse? Est-ce que c'est bien pour nous? Est-ce que c'est bien pour nous? Parce qu'en fait, c'est quand même un sacré deal le truc, quoi. Et on a beau avoir des réunions sur ça des fois dans le master, quand on fait un master de recherche, mais on les a à toute fin en M2, quand il faut on a à peine 1 mois ou 2, comme je disais, pour répondre, c'est beaucoup trop tard. Et puis en fait, plus généralement, je me suis rendu compte de ça qu'après, il y a aussi des gens qui se posent la question, mais ok, je suis en CDI et j'ai envie de faire une thèse, comment est-ce que je peux le faire? Bref, il y a un tas de questions sur la thèse que plein de gens se posent, et ça m'est venu à l'esprit du coup de dire, attends, pourquoi je ne pourrais pas créer un podcast donc, il s'appelle thèse, antithèse, synthèse aujourd'hui, mais créer un podcast qui vient documenter ce que c'est que faire une thèse sur différents axes en répondant aux questions que tout le monde se pose. Donc, chaque épisode, c'est une question, c'est autour d'une thématique, une question, et en fait, il y a plusieurs intervenants qui viennent répondre à cette question.